Super. Tout d'abord, merci pour l'invitation et de me donner l'occasion de présenter cette petite réflexion. Pour être honnête avec vous, ce n'est pas une recherche que je mène depuis très longtemps. J'ai, disons, été agacé depuis un certain nombre d'années maintenant, peut-être, par un discours qui se présente au final comme une explication d'un certain nombre d'évolutions politiques depuis 2016. Et donc c'est en 2016 que les choses se sont accélérées avec à la fois le Brexit et puis l'élection de Donald Trump. Et ces deux événements ont vu se développer toute une série d'analyses sur effectivement cette histoire de fake news, de désinformation et qui généralement me semble assez simpliste pour comprendre ce qui nous arrive et puis au final les évolutions politiques un petit peu qui ne sont pas uniquement en Occident, puisque c'est aussi, si on regarde au Brésil, Bolsonaro, toute une série d'élections d'un certain nombre de personnages dont on aurait pensé qu'ils auraient été inéligibles ou vraiment difficiles d'accès à ce type de fonction il y a encore une dizaine d'années. Alors il y a une phrase, bien sûr, que j'ai repris de Barack Obama qui dit, voilà, au fond, ce qui est en jeu désormais aujourd'hui, c'est un problème nouveau qui est tout à fait différent de celui auquel on a été confronté avant, c'est qu'on ne sait plus distinguer ce qui est vrai de ce qui est faux. Au fond, la crise à laquelle on fait face, c'est une crise épistémologique. Et puis, je pourrais multiplier les citations. Ursula von der Leyen, juste avant de se faire réélire pour un second mandat à la Commission européenne, avait fait un discours dans lequel elle pointait bien sûr les risques pour la démocratie de la désinformation et tout un programme visant effectivement à essayer de protéger l'Europe contre ce type de problèmes. Évidemment, généralement, elle pointe derrière cela aussi des puissances étrangères comme la Chine et la Russie. Donc c'est aussi l'idée qu'au fond, c'est des puissances étrangères qui viennent désinformer le public européen au travers, bien sûr, de sites d'information qui propagent ces fake news ou d'algorithmes sur les réseaux sociaux, etc., etc. Alors j'en ai trouvé un qui était particulièrement amusant et qui en fait m'a conduit à vouloir écrire un article sur le sujet, puisque c'est le pape François qui lui-même, le 24 janvier, jour de mon anniversaire, donc c'était un superbe cadeau lorsque j'ouvre mon ordinateur et que je vois qu'il y a une déclaration du pape qui veut mettre en garde nous mettre en garde contre les désastres, les affres de la désinformation et des fake news. Bon, c'était tout de même assez drôle que soit l'Église catholique qui aussi sonne l'alarme sur ces questions, sur des informations tordues en quelque sorte. Bon, alors, une prolifération d'ouvrages, évidemment, depuis 2016, dont les titres sont extrêmement originaux, vous en conviendrez, puisque c'est exactement les mêmes titres généralement qui se présentent à nous sur les étalages de bibliothèques ou sur les étalages de librairies. Donc la post-vérité, évidemment, qui est devenu un des concepts les plus en vogue depuis cette époque. Des documentaires, si vous allez sur des plateformes, il y a des documentaires qui ont été produits à n'en plus finir. Et puis un certain nombre d'ouvrages un petit peu plus sérieux, mais qui quand même portent sur cette question. Habermas, qui remet un petit peu à jour ses propres réflexions sur la sphère publique. Toute une série de réflexions plus académiques sur la question du savoir, la constitution des savoirs, les modalités de constitution du savoir et comment est-ce qu'au final, et on va y venir, l'enjeu c'est toujours les réseaux sociaux, les algorithmes, viennent en quelque sorte transformer ce qui constituait un petit peu les institutions et les modalités au travers desquelles on a accès à la connaissance. Mais je ne vais pas entrer dans les détails des différents ouvrages. Je ne les ai pas tous lus pour être aussi tout à fait transparent. J'ai voulu écrire un petit essai sur la question qui est paru dans le Monde diplomatique cet été. Et c'est un sujet du coup qui a suscité pas mal de réactions. J'ai reçu beaucoup d'emails de catholiques assez agacés, parce que j'ai commencé l'article avec la phrase du pape François. Donc j'ai reçu des emails de protestation. Donc ça, c'était assez amusant. Mais donc ça a suscité pas mal de réponses. Je me suis dit, tiens, je vais peut-être un petit peu réfléchir un peu plus de manière approfondie au sujet. Mais ce que je vous présente, c'est plus un certain nombre d'intuitions que j'ai que une étude aboutie. Alors, de quoi est-ce qu'on parle quand on passe de post-vérité? Alors, si on regarde un dictionnaire, c'est un mot qui est apparu et qui est devenu un peu une sensation après 2016. Et qu'est-ce qu'on nous dit? C'est au fond ce brouillage, en quelque sorte, entre les faits et les opinions. Il n'y a plus de séparation possible entre des faits qui sont censés être objectifs, qui sont censés être au-delà, au final,
une question d'interprétation, et puis des opinions, ou l'interprétation des faits, et au fond, cette séparation qui tendrait à ne plus exister. C'est ça qui est en jeu, c'est au fond ça, la transformation depuis 2016, c'est qu'il n'y a plus de possibilité, entre guillemets, de s'accorder sur les faits eux-mêmes deviennent un objet politique. Alors, bon, je ne fais que répéter ici ce que dit, c'est un des livres, un des nombreux livres sur la post-vérité, c'est au final la subordination des faits à des points de vue politiques. Alors lorsqu'on on passe en revue ces ouvrages, j'en ai lu un certain nombre, généralement c'est quand même la même thèse qui les caractérise. J'ai, on va dire, mis 3 régimes d'explication qui sont, soit sont mis ensemble, soit c'est voilà, bon, c'est l'un et l'autre, enfin c'est des mélanges de ces 3 régimes d'explication plus ou moins ensemble qui constituent souvent la théorie sous-jacente à tous ces ouvrages sur les fake news, sur la désinformation, etc. Alors le plus courant, la base, on va dire, c'est l'idée que on a tous des biais cognitifs, donc c'est quand même un appel à de la psychologie. C'est aussi ça qui m'a intéressé en quelque sorte, puisque je suis sociologue, et donc je trouvais que ça renvoyait beaucoup quand même à la psychologie, la plupart des explications, et qu'on laissait un petit peu de côté une modalité plus sociologique d'essayer de comprendre cette évolution. Et donc c'est les biais cognitifs qu'on a dans notre tête, qu'on a tous dans notre tête, qui ont été déjà étudiés par les psychologues, le biais de confirmation, etc., etc. Et qu'au final, ces biais cognitifs qui sont déjà là sont amplifiés, accélérés par les réseaux sociaux, par les algorithmes, par cette nouvelle modalité au travers de laquelle on s'informe, en quelque sorte, elle vient nourrir ces biais cognitifs. Alors l'effet concret, c'est typiquement celui-ci, c'est qu'au fond, désormais, les gens peuvent choisir l'information, il y a une prolifération d'informations qui est là, les algorithmes, par ailleurs, peuvent eux-mêmes nourrir nos biais de confirmation, et donc nous n'avons plus le choix, enfin on a le choix désormais, on n'est plus obligé de se confronter à des opinions auxquelles on ne souhaiterait pas se confronter. On peut désormais uniquement liker les personnes avec qui on est en accord, ne plus être ami avec des gens avec qui on considère que les opinions ne sont pas les nôtres, et que donc on va petit à petit au final modéliser notre fil sur Internet, nos différents réseaux sociaux au regard de ce que l'on pense déjà. Alors, la conclusion, elle est assez simple. On choisit, évidemment, on peut choisir de confirmer notre biais de confirmation, en quelque sorte. Et ça mène à quoi ? Ça mène à cette sorte de segmentation de la société et donc de la polarisation. C'est la théorie sous-jacente. Évidemment que la polarisation est accélérée par cela, elle est causée par cela. Au fond, ce que je vais essayer de mettre en question, c'est l'idée que c'est la cause de nos problèmes. On va voir pourquoi est-ce que je ne suis pas trop d'accord avec ça. Et ça crée aussi une incapacité de se parler. Les gens ne sont plus habitués à la contradiction, ils ne savent plus échanger des idées parce qu'ils restent en quelque sorte en vase clos. Alors deuxième élément, et généralement elle est associée à cela, donc j'essaye de voir un petit peu c'est quoi les grandes théories là-dessous, mais elles sont généralement articulées dans ces ouvrages. Le deuxième, c'est cette sorte d'érosion entre la sphère publique et la sphère privée. Ça, c'est un petit peu Habermas qui développe ça, et d'autres. Alors, sous une modalité qui est assez simple, qui est l'idée qu'au fond, dans la sphère publique, l'information, jusqu'à maintenant, elle était soumise à un certain nombre de modalités déontologiques de constitution. C'est-à-dire que le journaliste, il ne peut pas publier n'importe quoi, donc ce qu'on va lire est filtré par un certain nombre de régimes institutionnels, déontologiques, des règles, toute une série de choses qui font que l'information à laquelle on a accès n'est pas tout à fait, c'est pas n'importe quoi. Alors qu'est-ce que fait les réseaux sociaux? C'est que désormais, si moi j'ai une opinion, je peux la publier sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur ma chaîne YouTube, et désormais c'est juste moi qui porte un discours. Et donc cette frontière entre l'espace public et l'espace privé est un petit peu s'efface lentement, et désormais le type d'information auquel j'ai accès est désintermédié, c'est-à-dire que j'ai de l'information dite de qualité ou de l'information qui serait régie par un certain nombre de règles, et puis de l'information qui est juste de la production individuelle de n'importe qui. Et désormais, un influenceur qui a énormément de followers peut avoir autant d'influence qu'un journaliste qui, lui, a fait des études, doit évidemment vérifier ses faits, a toute une série de règles auxquelles il doit se soumettre. Et donc cette compétition de l'information qui n'est plus simplement, ne passe plus par le filtre des institutions qui permettent la constitution du savoir. Et donc ça, c'est un des livres qui s'appelle La constitution du savoir, qui n'est pas inintéressant par ailleurs. C'est l'idée au fond que
cette évolution des réseaux sociaux vient en quelque sorte perturber les règles qu'on avait instituées pour constituer le savoir et pour définir, pour médier notre rapport à la connaissance. Et donc, comme il y a une constitution qui régit les institutions politiques, il y avait une structure aussi qui vise à établir la connaissance. Et dans cela, il y a bien sûr le journalisme, les médias traditionnels, mais aussi toute une série d'institutions, la justice, les institutions publiques qui collectent des informations, qui publient des statistiques, qui ne sont pas soumises nécessairement à contrôle politique. On a vu évidemment la polémique que cela a fait lorsque Trump a décidé que certaines statistiques n'allaient plus être publiées, parce qu'évidemment, ça pose un certain nombre de questions sur la démocratie. Et donc, toutes ces institutions qui visent à garantir un accès à une connaissance plus ou moins neutre, à savoir à l'établissement des faits, la séparation des faits et des opinions, c'est toujours à ça que l'on revient, vient être totalement défaite par cette nouvelle économie de la connaissance. Alors là, je vous cite Habermas, il dit, voilà, au fond, ces nouveaux médias se débarrassent ainsi de ce rôle productif de médiation journalistique. Au fond, notre rapport au savoir est médié par ces institutions et par des règles. Ils habilitent par principe tous les utilisateurs potentiels à devenir des auteurs autonomes et pouvant se prévaloir des mêmes droits. Dernière chose, jusqu'à quelle heure je peux parler, moi? Juste pour être sûr. Ah oui, d'accord. Ça va, alors je vais aussi négocier quelques minutes comme Serge de Ruette. J'ai une tendance à faire un usage très abusif de ma liberté d'expression. Mais donc, dernier régime d'explication, au final, et qui est évidemment lié aux deux autres, puisque c'est aussi dans un contexte d'extension des mécanismes de marché à toute une série de domaines de la vie sociale auxquels on est confronté, c'est l'extension du marché à l'information. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Au fond, il faut en revenir un petit peu à cette affaire du néolibéralisme, ou cette affaire, au fond, des théoriciens du libéralisme modernisé, qui s'appelle Friedrich Hayek, cet économiste autrichien assez connu, et qui a développé cette thèse assez originale et très influente pour défendre le marché, en particulier le mécanisme des prix comme un mécanisme de coordination économique, donc qui permet l'allocation de l'investissement à ses yeux de la manière la plus efficace possible. Et il le défend comme quoi? Comme une machine qui vise, au fond, à partager, à communiquer de l'information. Les prix, c'est une manière de communiquer de l'information. C'est-à-dire que moi, je suis un acteur économique. Comment est-ce que je prends des décisions pour investir dans tel ou tel domaine? C'est au regard du mouvement des prix. Les prix, au fond, communiquent de manière décentralisée de la connaissance. Chacun a sa connaissance particulière d'un certain nombre de choses. Et grâce au prix, je peux m'ajuster, et donc les individus, de manière décentralisée, se coordonnent. Mais il y a quand même cette idée qu'au fond, le marché est déjà un mécanisme de communication de l'information. Évidemment, si vous imaginez que les idées devraient elles-mêmes être soumises au mécanisme des prix, et donc, évidemment, la régulation par un certain nombre de mécanismes déontologiques, c'est une entrave au marché. Si on veut que les idées circulent librement, il faut qu'elles circulent selon l'offre et la demande sur ce marché. Et l'idée, c'est qu'au fond, au cours de ces dernières années, et en particulier grâce à cette démocratisation de la production de l'information, les idées elles-mêmes, les informations elles-mêmes sont soumises à la loi du marché. Et donc, il y a une offre et une demande d'information. Et les idées qui gagnent, ou les idées qui sont vraies de ce point de vue-là, sont les idées qui triomphent selon l'offre et la demande, et pas celles qui sont établies par un mécanisme indépendant qui serait celui de la science, de la vérification, celui auquel moi je serais soumis. Si je soumets un article, il y a des gens qui vont réviser mon article, qui va passer par, on va dire, le regard de mes pairs. Bon. Et donc, l'extension, en quelque sorte, de ce mécanisme d'établissement du succès d'une entreprise. Qu'est-ce qui sélectionne qu'une entreprise fonctionne ou pas? C'est la compétition économique. Eh bien, c'est la même chose pour les idées. Désormais, ce qu'en anglais on appelle « the marketplace of ideas » a désormais triomphé. Alors, on peut discuter, est-ce que c'est l'offre qui détermine les idées ou est-ce que c'est la demande? Et là, il y a une interaction un petit peu entre les deux. Ça veut dire à la fois que, bien sûr, si on souhaite se nourrir d'une information qui correspond à mes opinions, je peux plus facilement le faire. Et deuxièmement, ça veut dire aussi que si je produis des idées, je peux connaître ce marché, je peux essayer de cibler un certain nombre d'informations au regard des caractéristiques qu'on a. L'algorithme peut me permettre en quelque sorte de vendre mes informations de manière beaucoup plus efficace. C'est ce que font bien sûr les partis politiques sur Facebook, qui ne vont plus faire désormais, mais c'est d'essayer d'ajuster un certain nombre de critères et de donner un message qui vise déjà à confirmer un certain nombre de choses à un public qui est susceptible être sensible à un type d'argument. C'est tous les scandales sur Cambridge Analytica, etc. C'est comment est-ce qu'avec ces données, je peux, au final, comme un publicitaire, au fond, ce n'est que l'extension
de la question de la publicité au domaine de la formation et de la politique, je peux influencer le comportement des individus. Alors, qu'est-ce que ça provoque comme solution? Là, on va dire les thèses dominantes, c'est assez simple, c'est la régulation des plateformes numériques, c'est quelque chose qui est en cours, puisque désormais la publicité politique ne pourra plus être faite sur un certain nombre de ces plateformes. C'est l'idée qu'il faut modérer les contenus, ce qui est l'objet bien sûr d'un combat non négligeable. Vous l'avez vu que ça a été le cas en 2016 lors de la campagne de Donald Trump, et puis depuis que Donald Trump est élu, les plateformes ont totalement fait le mouvement inverse au nom de la défense de la liberté d'expression, et que donc ce qu'il faut c'est de la modération, du fact-checking, et donc une forme de censure en réalité, et puis faire de l'éducation sous différentes formes, à la fois de l'éducation au fait que la production de connaissances doit être soumise à certaines règles, et ce n'est pas parce que désormais elle est démocratisée que tout le monde doit pouvoir publier tout et n'importe quoi, et l'éducation aux médias, à pouvoir déceler ce qui est le vrai et le faux. Alors bon, moi je suis un petit peu sceptique sur cette affaire pour plusieurs raisons. Je vais passer un petit slide qui ne me semble pas le plus intéressant. Alors la première raison, c'est qu'il y a un certain nombre d'études qui ont été menées, et là j'en reviens à cette idée de donner une explication causale au présent. Alors pour être honnête avec vous, il y a quand même un élément un petit peu guerre froide qui vient aussi nourrir ce régime d'explication, c'est que généralement c'est quand même l'idée que c'est des puissances étrangères qui viennent corrompre le débat public, en particulier la Russie, mais il y a un certain nombre d'études très sérieuses qui, elles, ont été soumises au contrôle des pairs. J'en cite une en particulier, mais il y en a beaucoup, dans lesquelles on a essayé de voir est-ce que vraiment on va dire, ces sortes de bots qui ont publié des news fausses sur Twitter, sur Facebook, etc., ont vraiment eu un impact important sur la campagne électorale de 2016. Alors, il y a une étude dans Nature qui a été publiée, elle est accessible librement, mais bon, ce que montre l'étude, c'est que 5,9% des visites sur des sites d'information sur cette période, sur la période des élections, ont été l'objet, ça a été le régime, on va dire, d'information, le régime des fake news, de news qu'on peut établir comme étant de la désinformation, n'a constitué que 5,9% des visites sur tous les sites d'information. Alors c'est pas mal, 6%, c'est vrai, mais lorsqu'on ajoute tous les autres médias, la télévision en particulier, ça constitue 0,1% du régime médiatique des citoyens américains. Alors je pourrais ajouter à cela qu'il y a des études qui montrent aussi la concentration, c'est-à-dire qu'en fait, le nombre de personnes qui vont sur ces sites d'information, c'est des gens qui sont des grands consommateurs de sites d'information, de désinformation, donc c'est aussi concentré sur un segment de la population assez faible qui est potentiellement déjà convaincu d'un certain nombre de choses. Donc ça pose quand même un certain nombre de questions sur est-ce que vraiment ça peut constituer une explication causale de l'élection de Donald Trump. Alors je vais rajouter 3 petites choses. La première chose, c'est au final, on peut faire une petite expérience de pensée. Est-ce que si désormais on interdit le fait de dire des mensonges dans la sphère publique, à savoir d'inventer des fausses informations, alors pas des faux interprétations, mais la question entre fait et interprétation est importante ici, donc on ne peut pas mentir en un sens. Est-ce que vous pensez que le résultat des élections aurait été différent? Est-ce que vous pensez que l'extrême droite serait en fait infiniment moins puissante? Alors je pourrais prendre comme exemple cette idée de dire au fond, et un exemple en particulier, je vais le prendre ici, c'était des émeutes qui ont eu en Angleterre dans lesquelles on a mis feu à des centres de réfugiés. Et bon, toute la couverture médiatique, c'était comment est-ce que la désinformation a nourri ces émeutes. Et donc, il y a toute une série de gens qui ont été voir les tweets qui ont été mis sur Internet dans lesquels on relate qu'un demandeur d'asile a attaqué des personnes, des citoyens anglais, et que c'est ça qui a nourri les émeutes. Alors, évidemment, c'est une fausse information. Maintenant, il existe nécessairement, il y a sûrement quelque part un demandeur d'asile qui a commis un crime. Je peux toujours prendre un fait divers pour nourrir mon récit politique. Et ce récit politique, bien sûr, c'est un récit politique. On ne peut pas interdire des discours politiques. Mais donc, bien sûr que, est-ce qu'il y a des désinformations? Certainement. Est-ce qu'il y a des fake news sur Internet? Bien sûr. Mais je suis plus ou moins certain que les acteurs politiques d'aujourd'hui pourraient tenir exactement le même discours, nourri par plein d'anecdotes qui, elles, sont tout aussi vraies. On peut, par exemple, si on s'appelle Georges Liboucher, dire qu'il y a des gens qui sont au chômage et qui ont une maison au Maroc. Probablement que ça existe, comme il y a des gens qui sont au chômage et qui travaillent au noir. Il y a des exemples. Est-ce que ça
justifie un certain nombre de mesures politiques, ça c'est une autre question. Mais fondamentalement, je ne suis pas sûr qu'il est nécessaire d'en revenir, d'utiliser des fake news pour en réalité défendre le succès de ce discours politique. Ça c'est une première chose. Une deuxième chose, au fond, c'est si on s'en tient simplement aux algorithmes et à l'idée qu'au fond, c'est cette nouvelle économie de la connaissance qui explique ces évolutions, c'est un petit peu difficile d'expliquer pourquoi c'est quand même un certain type de discours qui a un certain succès. Au fond, n'importe quel type de discours nourri par ces algorithmes et ces fake news, dans lesquels des acteurs politiques pourraient mettre de l'argent, essayer de cibler les publics, pourquoi est-ce que c'est vraiment l'extrême droite qui gagne la bataille des idées? Ça me semble, encore une fois, manquer dans l'explication. Et le dernier, qui ne me semble pas négligeable, c'est est-ce que fondamentalement, les électeurs, on va dire du bloc central ou d'irrationnels, sont fondamentalement mus par, on va dire, des raisonnements différents des autres. Ça, c'est, on va dire, l'impensé de cette explication, c'est qu'au fond, il y a des électeurs rationnels qui, eux, suivent, on va dire, les discours de la vérité, et puis ceux qui ne sont pas intéressés par la vérité, qui sont irrationnels. Bon, il suffit de discuter 2 minutes avec un électeur d'un parti traditionnel, vous voyez que c'est pas clair que fondamentalement, il est beaucoup plus mu par l'aspiration à la vérité que les autres, qu'il soumet toutes ses idées au contrôle de la science, etc., etc. En réalité, ça pose évidemment plus de questions que ça n'en résout. Alors, mon explication, je vais devoir grappiller quelques minutes. Alors, ce n'est pas une explication, pour être honnête, tout à fait bien établie, mais c'est une intuition que j'ai, il me semble. La première chose, c'est de dire, au fond, c'est renverser, et ça c'est peut-être un peu mon prisme de sociologue, renverser un petit peu le prisme, c'est-à-dire de voir cette prolifération de désinformation, de fake news, comme un symptôme plutôt qu'une cause. Ce n'est pas quelque chose qui me permet d'expliquer le présent, mais c'est quelque chose qui me permet de révéler quelque chose sur le présent. Et il y a une phrase assez intéressante, il y a un texte de l'historien Marc Bloch, qui est cet fondateur de l'école des Annales, qui s'interroge sur la prolifération des fausses informations durant la Première Guerre mondiale. Et je me suis dit, je lis, il faut que je lise ça, c'est intéressant. Et la première chose que fait Marc Bloch, et je le cite, et je pense qu'au fond, sa mise en garde est tout à fait d'actualité, il dit « L'erreur ne se propage, ne s'amplifie qu'à une condition, trouver dans la société où elle se répand un bouillon de culture favorable. En elle, inconsciemment, les hommes expriment leurs préjugés, leur haine, leurs craintes, toutes leurs émotions fortes, un événement, une mauvaise perception par exemple, qui n'irait pas dans le sens où penchent déjà les esprits de tous, pourrait tout au plus former l'origine d'une erreur individuelle, mais pas d'une fausse nouvelle populaire et largement répandue. Toute une littérature aussi sur, par exemple, les rumeurs, genre de choses que j'ai appris au cours d'Anne Morelli, qui est ici présente lorsque j'étais son étudiant. Donc vous voyez que les cours de critique historique peuvent tout à fait servir pour aussi penser au présent. Mais donc évidemment, si on veut comprendre pourquoi Donald Trump a été élu, pourquoi le Brexit a eu lieu, les fausses informations semblent assez maigres comme régime d'explication, et quand bien même il n'y aura pas eu les algorithmes, je pense que cette évolution aurait eu lieu. Est-ce qu'elle l'amplifie? Certes, mais je ne pense pas qu'elle en est la cause. Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'essayer de s'intéresser, au fond, à ce bouillon de culture favorable? Alors moi, il y a plein de choses qu'on peut soulever, et je n'ai pas le temps de les soulever toutes. Mais la première chose, enfin une conjonction de 2 choses qui me semblent importantes, qui elles-mêmes méritent d'être expliquées, mais je n'ai pas le temps d'y revenir. La première, c'est effectivement le déclin de la confiance dans les principales institutions de la démocratie. Ça, c'est un constat assez largement répandu. Si on regarde toute une série d'enquêtes d'opinion, c'est plus fort dans certains pays que d'autres, mais il y a un long déclin de la confiance qu'ont les individus vis-à-vis des institutions. Alors, je vais vous en donner quelques exemples. Si on regarde aux États-Unis, c'est assez évident, un déclin dans la confiance du gouvernement, du Congrès, sur à peu près toutes les institutions classiques. On voit que la confiance diminue, la confiance dans les médias, elle a largement diminué. Évidemment, c'est ce qu'il faut expliquer, mais c'est une longue tendance, ce n'est pas une tendance qui date depuis 2016. La confiance que les individus ont vis-à-vis les uns des autres. Est-ce que vous avez confiance dans votre voisin? Globalement, ça tend à diminuer aussi. Dans certains pays, c'est moins le cas pour toute une série de raisons, et c'est peut-être ça qui est intéressant d'explorer. Et donc les partis politiques, le Parlement, les institutions qui visent à publier un certain nombre de données sont vues avec de plus en plus de suspicion par les individus. Deuxième chose que j'ai mis en avant, et c'est absolument lié, c'est ce que j'appelle la désintermédiation de la politique. Au fond, le déclin des corps intermédiaires, qu'est-ce qui encadre le rapport de la politique, le rapport que les individus ont dans la politique? La Belgique est un cas exemplaire. Si vous êtes en 1950,
Ben, vous êtes en Belgique, vous êtes membre d'un parti, vous êtes membre d'un syndicat, vous recevez le journal du parti, vos enfants vont au camp de vacances du parti, vous suivez les activités de ce parti, etc., etc. Et donc votre rapport à la politique, aux institutions, est médié par des structures qui sont collectives. Et ça, évidemment, c'est une évolution qui est la même partout, un peu moins forte en Belgique, mais elle est assez dominante dans tous les pays dont on parle ici. C'est une des affiliations aux partis politiques, les gens sont moins membres du syndicat, sont moins membres de toute une série d'associations. Et donc, ce que ça produit, c'est aussi une individualisation, bien sûr, des modes de vie, certainement, mais aussi, au final, une individualisation du rapport aux faits et à la vérité, de comment on s'informe. Et là, il me semble que, j'avance un petit peu plus rapidement, qu'on rentre dans une question qui est peut-être plus importante, qui est que dès le moment où à la fois votre existence est individualisée et plus atomisée, et que vous avez moins confiance dans les institutions, au fond, ce qui se joue, c'est un équilibre entre, une discussion non pas entre ceux qui accorderaient de l'importance aux faits, ceux qui seraient rationnels et qui voteraient pour les partis classiques, et ceux qui n'accorderaient aucune importance aux faits et qui voteraient pour les populistes, c'est plutôt une tension entre un rapport impersonnel et un rapport personnel aux faits, ou à la vérité. À savoir, prenons un exemple assez simple, un rapport impersonnel à la vérité, c'est écoutez, moi je crois au vaccin, pas parce que j'ai fait une recherche, mais parce que je fais confiance à mon médecin. Et puis, un rapport personnel, c'est moi je ne fais plus confiance à mon médecin. Et donc, en fait, je dois établir par moi-même, est-ce que oui ou non je dois faire confiance au médecin. Et le paradoxe, il est assez simple, c'est qu'au final, les gens qui généralement portent des discours sceptiques sur les vaccins, par exemple, sont souvent plus informés, pas nécessairement mieux informés, mais ils sont souvent plus informés que ceux qui ont confiance dans les vaccins. Ceux qui ont confiance dans les vaccins, généralement, ils n'ont pas lu grand-chose. Ils font juste confiance à l'institution. Ils font confiance à la science, ils font confiance à la sécurité, aux institutions scientifiques de leur pays, etc., etc. Ceux qui n'ont pas confiance, généralement, ils ont passé un temps non négligeable à lire des rapports, des choses sur Internet, une information qui n'est certainement pas médiée, et là, la question est importante, médiée par toute une série de processus scientifiques, etc., d'établissement des faits, mais en fait, ils sont plutôt dans une sorte de recherche tout à fait pathologique, frénétique de la vérité. Ils vont lire plein de choses. Ayant été moi-même étudiant début des années 2000, je me souviens avoir regardé des documentaires sur le 11 septembre, avoir lu des choses, est-ce que oui, c'est un complot ou pas? Et bon, j'ai passé un temps non négligeable à essayer de me poser des questions. Et puis alors, les personnes qui pensaient que ce n'était pas un complot, ils faisaient juste simplement confiance dans le discours officiel. Le président a dit, les institutions, la CIA, le FBI a fait une enquête, il a établi que c'est Ben Laden et les talibans qui ont détourné des avions. Moi, j'étais là, mais je n'ai pas confiance dans les institutions, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lire plein de choses. Et donc, en réalité, l'individualisation du rapport à la vérité est bien sûr liée au déclin de la confiance dans ces institutions. Alors, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? C'est qu'au final, il n'y a pas de division entre ceux qui accordent de l'importance aux faits et ceux qui ne l'accordent pas. C'est la modalité de rapport aux faits qui change, et différentes modalités de ce rapport aux faits, et une qui devient plus individuelle au fur et à mesure que la société elle-même s'individualise et que la confiance que vous avez les uns vis-à-vis des autres et vis-à-vis des institutions diminue. Et en ce sens, on pourrait dire que ce que fournissent les populistes, si on peut parler dans ces termes, encore un terme que j'apprécie guère pour plein de raisons, ce n'est pas des faits alternatifs, mais c'est une théorie alternative au libéralisme. C'est le discrédit du libéralisme aussi. Alors, il y a le discrédit de la science, des experts, pour toute une série de raisons, qui me semblent assez, en partie légitimes, mais ça c'est un autre débat. Mais le libéralisme lui-même, depuis 2008, pour la crise économique, pour toute la libéralisation des échanges, la libre circulation du capital, la croissance des inégalités, comme récit politique, est en crise. Est-ce que fournit notre ami Donald Trump, me semble-t-il, encore une fois, et son succès ne repose pas tant sur le fait qu'il peut inventer des faits à l'envi et que les gens sont désormais mal informés, mais en fait qu'il fournit un substitut au libéralisme, qui n'est pas celui qui, à mon avis, est celui préféré par les gens de cette pièce. Mais si on veut combattre Donald Trump, il faut proposer aussi une autre alternative. Alors, peut-être défendre le libéralisme pour ceux qui veulent le défendre, ou une alternative au libéralisme. C'est au fond le cadre qui me permet d'interpréter les faits qui sont en question. Ce que cherchent les gens, me semble-t-il, c'est une autre théorie pour faire sens de leur présent, pour faire sens de leurs conditions, pour faire sens, au final, de ce qui est en train de leur arriver depuis un certain nombre d'années. Voilà, je vais m'arrêter là. Voilà, c'est ça ma conclusion. Les faits ne sauveront pas le libéralisme, à savoir, si on pense que c'est du fact-checking et du contrôle des plateformes qu'on va pouvoir sortir du problème où on est confronté, je pense qu'on se trompe largement, puisque
le diagnostic et me semble beaucoup plus, malheureusement, beaucoup plus pessimiste que cela. Voilà, j'ai